Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu. Nous poursuivons avec notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes sous un angle différent. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Herman Neglipot à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé. Alors, qu'avez-vous prévu pour nous ce soir? Alors nous allons parler des maladies occultes et réincarnation parce que l'autre jour c'était juste la maladie. Il faut maintenant expliquer la maladie, parce que quand on parlait de maladie, il y a seulement une seule façon de voir la maladie parce que c'est ce qui fait les gens qui nous appellent ne comprennent pas exactement ce que nous faisons et puis ça les choque. Il faut qu'ils prennent l'habitude d'écouter et qu'ils sachent qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir la science. Ou alors que la science des universités n'est que le miettement de la science face à la science globale. Et si nous parlons du monde inconnu, c'est que nous faisons aussi allusion à la science occulte. Donc, il faut que les gens prêtent bien l'oreille ce soir, qu'ils ne soient pas au travers des mots. Rien de personnel. Voilà, tout est impersonnel. Voilà, donc là, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie, nous allons essayer d'expliquer les différents types de médecine qui existent. Et là, nous parlons de médecine et l'art médical. À la deuxième partie. Voilà. D'accord. Vous l'avez compris, vous aurez vos rubriques habituelles, la chronique en 2 parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 63. Maladies occultes et réincarnation. Au cours de cette édition, abordons explicitement le côté occulte de la maladie, car semble-t-il un grand nombre de personnes n'auraient saisi le fond de cette communication. Le fait de décider de parler de la maladie dans son rapport avec la réincarnation, via la méditation, a été pour nous une manière de provoquer quelques points d'interrogation. Car métaphysiquement et même traditionnellement, la maladie est tout un autre phénomène. Elle n'est pas ce que nous savons d'elle, venant de ce qui nous a été édicté, transmis depuis la naissance, ou même enseigné depuis et jusqu'à nos jours. Notons qu'il est impérieux de reconnaître qu'il y a une, et une seule maladie, qu'en dehors de tout qui se dit d'elle, la maladie est outre, le mal, a, dit. Ce mal, peut toujours trouver une réponse dans plusieurs types de manifestations qui par moments fusent et diffusent en de multiples symptômes. En règle générale, comme nous l'avons toujours dit, la maladie est le fait de transgresser les lois de la nature. Autrement dit, c'est la méconnaissance des lois de la nature qui est à la base de tout problème de santé tant physique que métaphysique. Du règne animal, c'est plus chez l'homme qu'on remarque de l'idiotie qui fait le fait d'ignorance qui empêche la majorité des gens malgré leur haute connaissance universitaire, de ne pas savoir ce que savent pourtant nos congénères, les bêtes, vis-à-vis des lois de la nature. Pourtant, tout ce qui concerne la maladie est dû à la non-observance des lois de la nature. Cet état de choses va créer un dysfonctionnement dans le cadre de la vie des cellules dans leur ensemble. Disons que la cellule est appelée chez les Bassaa, Bijo ou Binyu, par exemple. L'ultime, être vivant, qui dans sa double dimension, subit tout tant du côté positif que négatif, suivant des critères occultes précis. C'est pourquoi, il y a des cas d'intoxications occultes aussi considérés comme étant de maladies, à l'exemple desquelles à une certaine époque, toute femme qui bravait les indictions de ne manger certaines choses au cours de sa grossesse, à savoir, la viande du singe, finissait par voir son bébé naître avec de toutes petites oreilles. Celle qui mangeait la viande des bêtes à sabots, son bébé naissait avec une bouche de bec de lièvre, etc. Cette intoxication mystique fonctionne comme telle à plus de 70%. Celle-ci n'est que le fait de vibrations tournant sous forme d'infirmité. Au-delà d'intoxication métaphysique, il y a celle qui est physique. Dans le premier cas s'agissant d'intoxication métaphysique ou mystique, ces troubles peuvent être des maladies de la sorcellerie, d'envoûtement, de la magie noire, etc.
À côté de tels troubles, il y a au finish, ceux qui laissent observer des symptômes qui seront catalogués en de maladies du genre, héréditaires, congénitales, contagieuses, que des phénomènes énigmatiques qui troublent tout le monde, médecins surtout et tradithérapeutes en passant. Résultat, chez l'Africain intellectuel universitaire, parce qu'assimilé, certainement il peut arriver qu'il confonde ces différents types de dysfonctionnements en des maladies sans réelle distinction entre ce qui est de l'occulte ou du classique. Moins encore mettre l'accent à l'auto-culpabilité qui serait en rapport à son karma collectif entre parents et bébés qui naissent sous l'influence des particules d'intoxication occulte par exemple, en rapport avec leurs vies antérieures, s'agissant de la réincarnation. Herman Lipote, quel est le rapprochement que vous faites entre la maladie occulte et la réincarnation? Alors, ça veut dire quoi, la maladie occulte? C'est même ça qui explique bien le karma. Parce qu'il y a des gens qui, au cours des vies successives, peut-être il a tué un enfant albinos à la naissance. Bon, parce que l'albinos est en quelque sorte considéré comme une malformation. Et les malformations, si nous parlons de bec de lièvre comme maladie, Oui. ce que moi je pense que c'est juste une infirmité, c'est que être albinos, donc avoir des problèmes de la peau, l'albumine et tout, peut être aussi considéré comme une maladie. Pourtant, c'est des problèmes karmiques. Alors, donc, il faut bien faire la part des choses parce qu'en anthropologie aujourd'hui, il y a une confusion avec des anthropologues universitaires et ceux qui sont des anthropologues de nos villages qui n'ont pas pu fréquenter ou qui ne sont pas allés à l'école, qui sont restés dans leur environnement traditionnel. Alors, ils savent bien que ça, c'est quelque chose de karmique, c'est-à-dire ça ne pouvait qu'être cela. Oui. Et ils savent bien distinguer ce qui serait la maladie. Parce qu'en fait, du point de vue métaphysique, il n'y a qu'une seule maladie, le dysfonctionnement de la cellule. Bon, là, ça ressemble un peu à la base même de la biologie, c'est-à-dire que le corps humain n'a qu'un seul être vivant, qu'on appelle la cellule. Donc, si la cellule est en dysfonctionnement, la somme des cellules qui serait une masse, la somme des masses qui formeraient les organes sont en dysfonctionnement, ça veut dire qu'il n'y a qu'une maladie. Oui. Bon, mais maintenant, pour particulariser les points de souffrance, ou les points d'attaque, ou les points de déchéance, ou les points qui sont des signaux alarmes, par rapport à des troubles qui peuvent provenir du tube digestif uniquement, on va dire, on a une migraine, on a des céphalées, on a, je ne sais pas moi, tout comme il y aura des conjonctivites, il y aura des ortites, des amygdalites. Donc, alors, une infection qui se positionne à un endroit donné, on met le hit. Et le hit, là, ne veut rien dire que des troubles en termes de prokaryotes, c'est-à-dire des unicellulaires en surnombre, et qui caractérise peut-être le fait qu'il y a un problème au niveau du sang. Et le problème au niveau du sang est en rapport avec soit les médicaments, soit des intoxications alimentaires, soit c'est par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements, mais qui sont en rapport avec le langage de la cellule. Bon, donc là, il faut voir le corps de manière holistique. Il ne faut pas le voir de manière maladie de la tête, la maladie du nez, qui fait partie de la tête quand même, parce que là, ce n'est plus une migraine, la maladie des yeux. Bon, on parlerait de la maladie de la bouche, des oreilles, de la gorge et tout. Pourtant, tout est dans un circuit fermé et que la réponse due au dysfonctionnement
du système nerveux, du système glandulaire et du système organique. Ces trois systèmes n'étant pas en phase, alors on peut donc connaître des troubles. Et ces troubles, on peut donner autant de noms à cela qu'on oublierait qu'il n'y a qu'une seule maladie, peut-être le dysfonctionnement du tube digestif. Voilà. Mais patriarche, est-ce qu'on pourrait dire que la nature est impitoyable? Parce que quand on sait que la femme enceinte, pour avoir mangé la viande de singe, par exemple, alors la viande d'un animal avec des sabots pourrait donner au monde, donner naissance à un enfant qui a des malformations. Est-ce que la nature n'est pas dure? C'est quand même la mère, elle porte une vie en elle. Est-ce que la nature ne pourrait pas être plus... Alors, du point de vue métaphysique, c'est l'alerte. C'est une manière que les gens d'antan, comme la science n'était pas émiettée, parce que la science universitaire, c'est des petits bouts de sciences, sciences économiques, sciences juridiques, sciences médicales et tout, et parfois des sciences sans conscience. Bon, alors donc, toutes ces sciences n'existaient qu'en une par le passé. L'observation, l'expérimentation, le résultat. Alors, donc, les gens avant observaient que si une femme mange trop d'œufs, son enfant ou ses enfants, comme elle aime manger les œufs, surtout pendant la grossesse, n'auront pas de cheveux à la naissance. Bon, ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est une situation qui s'observe et qui fait dire que pendant que la femme est grosse, qu'elle laisse d'abord les histoires de trop bouffer, manger des œufs. Ou bien certaines régions, certaines tribus, si on peut l'appeler comme ça, certaines régions, en Afrique, au Cameroun par exemple, les femmes ne mangeaient pas des reptiles, particulièrement le serpent. Alors, si tu manges la viande du vipère, ne t'étonne pas que ton enfant va ramper comme le vipère. Mais ça ne veut pas dire qu'il va ramper toute sa vie. Mais ses premiers pas, tels que le ferait l'autre enfant, ne se passeront pas par des pas, bien évidemment, comme... à quatre pattes, comme des bébés. Oui, comme des bébés, ou se mettraient debout, parce que moi, j'ai connu des bébés, ils se lèvent un matin, commencent à marcher, ils s'assiedent pendant longtemps, mais le jour qu'il faille qu'il commence à marcher, il se lève, il fait 2 pas, 3 pas, il tombe, il refait, alors fin de compte, le lendemain, il marche. Alors, mais lui, il va ramper comme des serpents. Mais rien de mauvais, s'il rampe, et puis il finit par s'élever. Donc, on ne peut pas dire que c'est une maladie. Bon, mais du point de vue anthropologique, quand on écoute certaines explications, on dirait que c'est une maladie. Ce n'est non plus une malformation. Mais c'est un constat. Mais concernant le bec de lièvre, patriarche. Mais le bec de lièvre, c'est une infirmité. Voilà. C'est une infirmité qui n'est pas une maladie parce que l'enfant qui n'a pas des soins spécifiques et de chirurgie n'étant pas à côté, va grandir avec cette bouche comme ça, et puis, c'est-à-dire une fente au niveau de la lèvre supérieure. Bon, il va grandir avec comme ça, il n'aura aucun problème. Moi, j'ai connu une femme qui avait ça et qui faisait des enfants qui n'avaient pas de bec de lièvre. Alors, cette femme-là était, à notre époque, nous, quand nous étions petits, on l'appelait maman, puisqu'elle avait des enfants qui étaient plus âgés que nous autres. Bon, elle n'a jamais eu de problème parce que sa bouche est comme ça. Sauf que c'était une malformation, on pouvait s'en moquer. Vous connaissez comment les gens sont. Tu es petit détail, on rit de toi. Tu es grand détail, on rit de toi. À quelle forte raison qu'il y a une malformation. Donc on souffrait à grandir avec. Donc c'est pourquoi en chirurgie aujourd'hui, on essaie de corriger ça. Bon, mais tout cela, c'est karmique. C'est un problème de karma. Comment ça? C'est-à-dire que tu peux avoir 2 personnes, 3 femmes, 4 femmes, 10 femmes, mais 100 femmes qui mangent ces animaux-là, ces bêtes-là. Mais peut-être 3, 4, 5 seulement auront des enfants qui ont développé des becs de lièvre. Donc pourquoi les autres n'en développent pas? Parce que leur réponse karmique vis-à-vis de cette situation n'est pas la même. Voilà, n'est pas la même. Voilà.
Patriarche. Ouais. Ça fait peur, hein. Qu'est-ce que la femme enceinte doit manger finalement? Non, la femme enceinte avant était encadrée par une société scientifique. Oui. La femme enceinte d'aujourd'hui n'est pas encadrée parce que la science d'aujourd'hui est sans conscience. C'est une science des dépravés. C'est-à-dire ce qu'on peut dire la science démocratique. Faites n'importe quoi pour vous que vous vivez. Alors donc là, on a des bébés qui naissent avec des malformations, surtout dans les pays du Nord où il y a des pavillons entiers qui ont que des bébés avec des malformations. Alors ces malformations sont dues par une alimentation industrielle que tu ne diras pas à la femme de ne pas manger ses shawarma, par une alimentation industrielle que tu ne diras pas à la femme enceinte ou à la femme tout court, parce que la grossesse, seule ne suffit pas pour se préparer à la maternité. Lorsqu'on veut se préparer à la maternité, on doit faire tout que bien des années avant, on observe certaines règles ou certaines hygiènes de vie, comme un animal intelligent, non un animal idiot. Parce qu'un animal qui ne sait pas nager ne plonge jamais dans l'eau. Mais l'homme, qu'il sache nager ou pas, il suit la mouvance. C'est-à-dire, moi j'entends savoir nager, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un médicament, tu bois seulement. Tu ne sais pas ce que c'est que une certaine alimentation, c'est-à-dire ce qui sort de l'industrie. Oui. Tu ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on a mélangé comme ça, hein? Des crêpes, c'est pas moi quoi. Tout ce qu'on peut proposer dans l'industrie alimentaire, dans l'agro-industriel, on mange. Surtout nous les Noirs. On n'a qu'à laisser les gens qui ont fabriqué ça manger ça, parce qu'eux, ils ne mangent pas de nos choses. Tout de même, il faut être quand même sérieux. Bon, alors, mais nous, on mange seulement. Donc, est-ce qu'on peut encadrer la femme enceinte aujourd'hui ou la femme noire aujourd'hui comme avant? Non. On ne peut pas encadrer. Et puis, il n'y a pas seulement le problème, de malformation qui soit physique. Il y a des problèmes de malformation qui soient mentales. C'est-à-dire, sans qu'on ait des troubles mentaux, comme pour dire la folie, l'anxiété, la déprime et tout, on est normal. On fait l'école, avant 11 ans, on a tous les diplômes du monde. Mais on est tellement idiot dans sa posture de génie qu'on ne peut rien apporter dans la... On n'a aucun apport intellectuel sérieux à donner en contrepartie dans une société où on reste que dans de la copie-collée. On ne dit que des choses qu'on t'a dit. Tu n'as pas la jugeote. Hein? Mais tout cela, c'est à base des hormones. Parce que parfois, certaines nourritures qui viennent en Afrique, dans ces aliments agroalimentaires, sont empoisonnées et font à ce que les révoltes ne soient pas possibles. Qu'on soit des moutons ou des moutons de Panurge ou bien des poltrons tout court. Alors, comme ça, on va manger certaines viandes comme le bœuf. Le bœuf, c'est un animal bien poltron, mais qu'on va encore en manger lorsqu'il est vétérinairement soigné. D'accord. Bon, alors, donc, il y a tellement de critères qui font à ce qu'on doit faire attention. Moi, je dis, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne vit pour toi. Chacun vit pour soi. D'accord. Alors, si tu n'aimes pas toi-même, ne demande pas à ce que quelqu'un d'autre t'aime. Et si l'Occident qui nous est esclavagisé, colonisé, néocolonisé, on peut prêter le flanc à tout chez eux, c'est que nous sommes des idiots. Vraiment, permettez que cela soit dit de cette manière-là. Voilà. Des boissons, des médicaments, des nourritures, des choses dont nous ne savons même pas comment c'est composé, la composition même des bases. Si même quand bien même il faut parler des médicaments, on ne sait pas comment sont composés ces produits-là. Et pourtant, il y a l'alerte sur des notices qui disent ne prenez pas ces choses si vous n'avez pas la certitude que
vous ne serez pas doué. Vous n'êtes pas hyper sensible, Oui. hein, à la molécule ou bien la substance active ou par rapport à des composants de ce médicament. Parfois, on renvoie les gens à lire à la rubrique 6. Donc, vous voyez, je suis parfois très surexcité lorsque j'aborde cet aspect des choses parce que ça me touche au cœur. D'accord. Voilà. Mais professeur, quel est le premier soin de la maladie? Je me souviens, ma grand-mère disait souvent que le premier soin est de reconnaître le mal qu'on a fait. Oui. Alors, le premier soin, parce qu'il y a, disons, les maladies courantes, comme du genre l'intoxication alimentaire ou une maladie provoquée juste par une indigestion. Ça, au moins, on est un peu pas sérieux à vouloir courir vers les médicaments. On doit se poser la question que, bon, mais écoute, il y a eu interférence des particules, des atomes et tout, et les composants de mes divers repas d'hier ou de la journée. Alors, ou bien on a mangé quelque chose que son estomac n'arrive pas à donner une bonne réponse digestive. D'accord. Oui. Oui. Donc, ça, c'est une manière de se poser des questions et c'est se culpabiliser. Bon, mais lorsque on est malade, on dit, oh, monsieur est malade, on court pour voir quelqu'un, particulièrement un médecin, parce que là, l'école du blanc nous a enseigné qu'il n'y a que le médecin, nulle part ailleurs. Le médecin, lui aussi, s'évante, lui, que personne d'autre ne peut faire mieux que lui. D'accord. Voilà. Alors, dans ces cas, on se retrouve dans une situation où on risque de manger des médicaments qui viennent ajouter le mal dans le mal. Du moins, le mal, là où le mal n'était même pas en train de commencer. Mais qui va venir plutôt empirer une situation qui n'était qu'une simple indigestion. Voilà. Mais professeur Emmanuel Lipote, imaginez cette femme qui, au cours de sa grossesse, tout se passe normalement. Mais qu'à la fin, qu'on se retrouve en train de dire, bon voilà, c'est une césarienne. Et qu'on lui dise que voilà, sa vie est en danger, la vie du bébé est en danger. En ce moment-là, comment on fait pour que les choses se passent bien? À une époque, on disait, excusez-moi, je parle toujours de ma grand-mère, on devait dire, allez parler aux esprits, allez lancer le jujube, qu'elle se confesse, qu'il y a tellement de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe encore tout cela? Non, aujourd'hui, c'est la science. Parce que même la fille qui part à l'hôpital a le baccalauréat, parfois le bac C, aidé. Oui. Bon, et là, il y a une tricherie, comment je peux dire? Bon, on passe chaque fin de mois pour voir combien de naissances y a-t-il eu. Et on dit, pour 100 naissances, il faut qu'il y ait 60 césariens, parce que l'hôpital doit vivre. Bon, donc on ne sait pas à quel sens il vaut aujourd'hui, parce que la tricherie a atteint un niveau ridicule. D'accord, mais est-ce que ça a un effet, le fait de se confesser? Est-ce que ça peut jouer en faveur de la dame qui est couchée là sur une table d'opération? Non, on ne peut pas confesser lorsqu'on a déjà préparé les bistouris. Tu vas subir les bistouris et puis en plus, il faut dire que sur les 60% en question, il y a 0 césarien. Alors, c'est la dictée. Le diktat du corps médical officiel. Bon, maintenant, dans le cadre traditionnel dont tu fais allusion, disons que des cas où il faut vraiment, des cas de complications de grossesse. Bon, les nordistes utilisent des petites plantes, on fait avaler ça, une petite potion à madame et elle accouche. Bon, à l'ouest, on te dit de parler. Bon. On t'explique comment, si tu as la chance que ta grand-mère vit encore et qu'elle s'intéresse moins à l'église et plus à la tradition. Parce que le véritable problème, c'est qu'on a tout perdu. D'un côté, on est pilonné du côté spirituel, entre guillemets, parlant de Dieu, on est pilonné par les religieux. Du côté scientifique, entre guillemets, une certaine science, on est pilonné par le fait que
tu ne peux pas accoucher par voie basse parce que. Donc, tu es psychologiquement abattu. Et puis, en plus de quoi, on met des ingrédients dans tes perfusions parce que tu as développé une petite fièvre post-accouchement qui fait en sorte que ça se passe comme si tu provoquais, comme si c'était un avortement. Alors, tu es obligé de céder. Donc, je ne sais pas, à ce moment-là, la tradition ne sert à rien. La tradition sert à quelque chose peut-être si on est encadré, hein, du début de la grossesse jusqu'à la fin. Ça ressemblerait un peu comme cette fille qui, sans aller à l'hôpital parce qu'elle cache qu'elle est grosse, Oui. ni ses parents, ni ses amis, personne ne sait rien de sa grossesse, et qui réussit à accoucher seule et déposer le bébé quelque part, soit dans un coin de la rue, dans un carnivore ou bien dans une poubelle, pour témoigner que du règne animal, ce n'est pas l'assistance médicale qui fait accoucher les animaux. Et l'homme étant du règne animal, il peut bien accoucher sans l'assistance médicale, surtout si cette assistance médicale n'est pas dangereuse pour lui, parce que la dangerosité de l'assistance médicale commence par les prescriptions de médicaments aux femmes enceintes qui n'ont aucun problème, qui ne signalent aucun problème, qui font juste les visites parce qu'elles ne veulent pas être rejetées au moment de l'accouchement. Bon, on leur prescrit le fer. Le fer, quand tu pars lire la composition du produit, il n'y a rien de sérieux dedans. Mais elle boit ça, et puis certains produits sont prescrits, la vaccination et tout. La grossesse est accablée. Alors, d'un organisme à l'autre, la réponse du système immunitaire se fait différemment. Donc, ça peut plutôt affaiblir la femme qu'elle ne puisse pas pousser le bébé elle-même. Donc, elle est préparée à une césarienne. Donc, il y a plein de choses. Bon, du point de vue métaphysique, c'est méchant. Du point de vue métaphysique, c'est méchant. Même du point de vue spirituel, parce que quand on parlait de la métaphysique, oui, c'est la mère de la science. Et cette science versait dans le spirituel. Alors donc, les religions devraient protéger les femmes qui sont en situation de grossesse, devraient protéger les femmes. Que de leur dire les interdictions d'avant de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, c'est rien, Jésus-Christ est là. Professeur Emmanuel Guipote, doucement. Ça va aller? Ah oui, mais... Nous vous proposons la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Et l'art médical. Pour le petit Larousse médical, la médecine est un ensemble de connaissances sur les maladies, les symptômes, les traumatismes, les infirmités et les moyens de les traiter. Cette définition marque un fait, celui d'une grande différence entre la santé et la médecine. Car, c'est bien dit, les moyens de traiter et non de guérir les malades. Une telle méthode ne permet pas aux malades de guérir au point de déboucher au bien-être. Si la santé est un état de bien-être global, la question serait de savoir comment serait-il normal que la médecine, bien qu'elle ne soit moderne, ait pour base de fonctionnement les techniques dont le seul but serait de ne s'attaquer qu'aux symptômes. Il y a lieu de reconnaître qu'il s'agit là d'une médecine qui n'est pas du domaine de la santé, bien qu'elle s'exige d'être seule comme dans un marché et propriétaire de tout ce qui concernerait la santé publique. Métaphysiquement, la médecine est un art qui relève d'un savoir naturel et occulte. Ici, le médecin est un artiste doté d'un pouvoir et des dons innés, d'une vocation. À cet exemple, Hippocrate, au-delà de sa formation médicale en Égypte, était un médecin aux dons innés, un artiste du point de vue médical. Il ne pratiquait pas de l'allopathie. Son mode de soins se relativisait aux 4 éléments créatifs en analogie aux 4 tempéraments humains. Bélier, avec pour maladie, fièvre, mal hépatite, jaunisse, folie, méningite, etc. Sanguin, avec pour maladie, hypertension, diabète, insuffisance rénale, manger sans cesse, asthme, etc. Lymphatique, avec pour maladie, gastrite,
ulcère d'estomac, sclérose, anémie, abcès et autres maladies de la peau, etc. Mélancolique, avec pour maladie carie des os, névrose de toutes sortes, paralysie, catalepsie, épilepsie, etc. Ce qui veut dire que la médecine que pratiquait Hippocrate était adaptée à chaque individu et en même temps globale pour tous les êtres humains. À comparer ceci avec la médecine officielle, on a l'impression que le serment d'Hippocrate pose un problème d'interprétation au corps médical officiel. Seule la médecine pratiquée comme art est basée sur l'honneur, la morale et les autres aspects humanitaires. Malheureusement, une certaine médecine industrielle est fort rentable, mais bien que dépourvue de la morale et de l'honneur, a été quand même officialisée par les pouvoirs publics, les États. La question serait de savoir si le serment que prêtent les médecins de notre époque est-il d'Hippocrate ou d'Hypocrite. Car comme Jésus, Hippocrate était médecin, métaphysicien, naturothérapeute, l'un comme l'autre, ou tout comme beaucoup d'autres personnes de leur époque, pratiquaient de la médecine globale, voire la médecine suprême, et non une médecine symptomatique. Hippocrate fut cette personne qui vulgarisa la médecine suprême. Face aux nouvelles épidémies, par exemple, il disait « Là où naît une nouvelle maladie, pousse une nouvelle plante. » Et aux malades, il conseillait la prise de conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'alimentation. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quoi vous souffrez. Ou encore, faites de votre nourriture votre médecin, que votre médecin soit votre nourriture. Et au thérapeute, il disait, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Ces conseils portaient sur le respect des lois de la nature. Ces lois sont bien gravées dans les annales de l'astrologie médicale qui intègre la science globale de la médecine grâce à la métaphysique. Car la métaphysique distingue deux sortes de médecine, la scientifique ou médecine naturelle et la non scientifique, médecine allopathique ou symptomatique. Pour la médecine scientifique ou naturelle, il n'existe pas d'aspect discriminatoire du genre qu'on rencontre en médecine allopathique, mais elle est ouverte à d'autres médecines. Ceci étant, métaphysiquement et dans son ensemble, la médecine est classée en 3 degrés. 1. La médecine inférieure, purement symptomatique, qui cherche uniquement à supprimer les manifestations de la maladie par n'importe quel moyen pourvu qu'il soit provisoirement efficace. Cette médecine a un sens parce qu'elle sait flatter les malades. En fait, c'est la plus répandue dans le monde, imposée par les États et gouvernements, parce qu'elle semble être facilement accessible et plus rentable. 2. La médecine supérieure, celle-ci s'occupe de l'harmonie du corps en rapport avec les lois de la nature. Elle évolue sur la base des correspondances élémentaires, des humeurs, des organes, face aux maladies et selon leur liaison aux 4 éléments créatifs. 3. La médecine suprême. Ici, quel que soit le mal, classique ou occulte, sorcellerie, envoûtement et autres, le malade se guérit de lui-même sans médicaments grâce à la prise de conscience des causes profondes et personnelles de sa maladie. Dans cette médecine, le médecin ou thérapeute ne joue qu'un rôle de catalyseur. Professeur Emmanuel Lipote, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Comment comprendre cela? Mais parce que le corps d'un malade, puisque nous avons parlé des cellules maintenant, nous avons dit que l'être vivant, le seul, qui soit vrai dans le corps de la cellule. Et quand on est malade, c'est un problème du mal à dire. Donc les cellules parlent, les cellules nous disent « Attention, ce que vous faites n'est pas bien ». Alors qu'est-ce que vous avez fait qui ne soit pas bien? Peut-être vous avez mangé des choses qui ne sont pas bien. Et si vous continuez à manger d'autres choses davantage, vous fatiguez davantage
C'est comme vous n'êtes pas, comme quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de ce que dit celui qui, par lui, on doit savoir qu'il se passe quelque chose, d'une part. D'autre part, on peut aussi se nourrir de choses, prétendument que peut-être ce n'est pas ça qui nous a causé la maladie. Oui. Mais maintenant, il faut que l'environnement dans lequel les choses-là entrent puisse être capable de digérer. C'est-à-dire que puisse être capable de travailler parce que il y a un affaiblissement. C'est pourquoi quand le bébé est malade, il ne mange pas. C'est pour cela que quand le chien est malade, il ne mange pas. Le chat également. Mais quand un être humain qui se veut intellectuel, universitaire et tout, est malade, il faut aller voir dans des hôpitaux généraux. C'est l'occasion de boire. C'est-à-dire qu'au moment où on va t'ézigouiller bientôt, du mal d'estomac, on suppose que tu as un cancer ou je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as dans l'estomac, mais on continue à t'envoyer les nourritures. Oui. Hein? Et on facture. Alors, il n'y a aucune adéquation alimentation, maladie, étudiée par le corps médical officiel. Alors, ça fait donc que ceux qui font dans la médecine holistique ne peuvent pas travailler dans les hôpitaux, parce que quand j'entends parler de la collaboration multisectorielle, bon, je me dis qu'il y a des moments où l'urgence nécessite l'interpellation d'un chirurgien. L'urgence nécessite un urgentiste. Ça, on n'exclut pas le côté moderne de ces corps-là. Oui. C'est-à-dire, ils ont atteint un niveau de recherche qui permet de faire des choses que sans lesquelles le décès est là. Oui. Voilà. Ça, on n'en discute pas. Mais il y a des situations où quelqu'un commence avec des petites indigestions. Il va boire des anti-inflammatoires. Allant même, quelqu'un qui a des douleurs va prendre les antibiotiques. Parce que souvent, quand on donne des antibiotiques pour quelqu'un qui a des douleurs, qui n'ont aucun rapport avec une infection, des douleurs de rhumatisme. Alors, on le met sous antibiotiques. Mais patriarche, vous en tant qu'Africain, oui. Comment ça se passe, vous en tant que patriarche? Ça se passe qu'il faut étudier le dossier médical de la personne qui est malade, c'est-à-dire... Vous parlez du dossier médical, peut-être vous parlez de la médecine. Non, je parlais de la médecine comme art. Nous avons défini tout à l'heure la médecine. Il n'y a pas que la médecine symptomatique. Il y a la médecine comme art. Mais nous sommes dans le monde inconnu. Le monde inconnu, c'est ça qui s'intéresse à l'art médical. D'accord. C'est-à-dire, le monde inconnu. Derrière l'inconnu se trouve l'art médical. C'est-à-dire, le médecin, dans le monde inconnu, c'est un artiste. C'est celui qui écoute le malade de manière psychosomatique et interroge son cœur pour le soigner. N'interroge pas le Vidal ni un quelconque dictionnaire médical pour trouver la molécule qui correspond à la plainte. Parce qu'il ne se fout pas des plaintes, mais il cherche à savoir pourquoi on se plaint. Donc, le pourquoi des choses. Qu'est-ce qui t'a rendu malade? C'est-à-dire l'origine de ta maladie. La cause première de ta maladie, ce n'est pas recherché dans la science moderne qui soit médicale. C'est ce qui fait dire que si on fermait les pharmacies, les thérapeutes de cette science-là, entre guillemets, n'auront plus de quoi faire parce qu'ils sont dans l'obligation des moyens qui sont des moyens du protocole voulu par un système. Bon, alors que l'art médical voudrait que on sache que ça, la femme a mangé des choses pendant sa grossesse qu'il ne fallait pas manger. Oui. Comment faire pour purifier le bébé? L'art médical voudrait que, c'est ça l'étude du dossier médical, parce qu'en fait, le dossier médical aujourd'hui existe. Disons qu'avant, il n'en existait pas. Il faut aussi que le tradit praticien, entre guillemets de santé, redevienne guérisseur, parce que les guérisseurs d'avant n'avaient pas besoin du diagnostic
du corps médical officiel. Il avait besoin de faire une lecture traditionnelle qui partait sur la base morphologique et sur la base de certains aspects qui concernaient l'environnement du malade. Bon, cet environnement était externe et interne. Alors aujourd'hui, on peut considérer que cet environnement, du moins, on peut aller dans le sens de voir que l'enfant, la personne qui est devant vous, qui a peut-être 45 ans, n'a pas eu de rougeole. Si tu n'as pas eu de rougeole, ça veut dire que ton système nerveux n'a pas commencé à fonctionner tôt, n'a pas eu de varices, de varicelles. Donc ton système immunitaire n'a pas commencé à fonctionner tôt. Ou à défaut, la conception, c'est-à-dire la grossesse, du moins la grossesse de ta mère, qui a permis à ce que tu naisses, était saine, c'est-à-dire ta maman vivait sainement. Bon, alors si tu n'as pas fait pipi au lit jusqu'à l'âge conscient, c'est-à-dire de façon qu'on se moque de toi, ça veut dire que ton système immunitaire a rapidement pris l'envol. Alors, donc, il y avait des choses précises sur quoi s'est passé les choses, les consultations. Bon, ce n'étaient pas les histoires de laboratoire pour laboratoire, où on va prendre le sang hors de ton corps qui traverse l'air ambiant, se retrouver quelque part, et puis on dit, voilà, tu as ceci. Ou bien un sang qu'on a cuit, préparé, repréparé, hein, et puis à la fin, on dissèque en disant, quand quelqu'un est normal, quand on prépare le sang là, avec telle température, hein, c'est les travaux des laboratoires actuels qui faussent même la donne. Alors, donc, le tradit praticien d'aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on l'appelle tradit praticien, qu'il a perdu même le Nord. Si on l'appelait guérisseur, il prenait ses responsabilités. Il allait savoir comment on diagnostique la maladie dès que le malade entre. Par rapport à son âge, il peut contrôler les 10 premières années du malade, la deuxième décennie, la troisième décennie, donc nous sommes déjà vers 40 ans. Quand il entre en quatrième décennie, il sait bien que si en telle période de la vie de ces malades, il y a eu telle maladie, il faut chercher dans tout ce qu'il a bu, tout ce qu'il a mangé et comment il s'est soigné. C'est ça le principe. D'accord. Voilà. Nous allons prendre la réflexion et juste après le SOS téléspectateur. Mes collègues de la faculté Necker-Enfants Malades m'ont élu doyen. J'ai été candidat, ils ne m'ont pas élu sans me demander si j'étais d'accord. Et j'ai pris la responsabilité de cette grande faculté que j'ai gardée jusqu'à ma retraite en l'an 2000, c'est-à-dire pendant une douzaine d'années à peu près. Ça, c'est un travail de Romain. Enfin, le fait d'être doyen d'une faculté de médecine... Ça vous occupe le jour, la nuit, enfin encore plus que la médecine peut-être. Oui, et de plus en plus. Les contraintes administratives, quand je dis contraintes, le mot est faible, sont dévorantes pour le temps. Je vais parler en tant que doyen. Les études médicales durent 12 ans. Ces 12 ans sont 12 ans de formatage et d'illusion. Il n'y a rien de scientifique, ni dans ce qu'ils apprennent, ni dans la prise de conscience de ce qu'est une démarche scientifique. Et en particulier l'obligation de vérifier ses sources, de critiquer les articles et documents publiés. Ça demande beaucoup de travail.
Je ne dis pas qu'ils ne le feraient pas, mais ils pensent qu'ils n'ont pas à le faire parce qu'on les a formés dans l'illusion qu'ils détenaient une sorte de vérité permanente. Les voilà diplômés de médecine à l'âge de 30 ans et ils s'imaginent qu'avec le bagage qu'ils ont acquis, je le répète scientifiquement nul, ils pourront vivre professionnellement avec compétence jusqu'à 65 ans. Il se trouve que j'ai fait une autre analyse, je suis pas le seul, hein, mais je parle de mon expérience. Je passe tous les jours 3 à 4 heures à lire des grandes revues médicales internationales, malheureusement en anglais, ce qui facilite pas les choses de nos médecins français qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la langue. J'ai parlé tout à l'heure de prescrire, c'est une garantie chez les médecins, parce que c'est la seule revue française de langue française de qualité, mais il est clair que s'ils lisaient un peu plus la littérature médicale qu'ils ne le font, mais ils le font pas ils le font pas, mais c'est pas par paresse. Ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils sont. J'appelle un cardiologue à propos des statines un jour, et il me dit son point de vue. Je traite, mais je dis tu te bases sur quoi? Tu as lu les papiers qui concernent les statines? Il éclate de rire et il me dit mais enfin, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Attends. Tout le monde est d'accord. Mais tu l'as entendu dire où? Mais dans le dernier congrès, j'ai rencontré plein d'amis, on a pris un pot ensemble, tout le monde était d'accord. Voilà, c'est ça. Il y a, de la part des médecins, une illusion sur ce qu'ils savent. Une illusion sur la pérennité toute leur vie professionnelle du savoir acquis dans leur jeunesse. Tout est à revoir dans la formation des médecins, sur tous les plans, à la fois sur le plan des relations humaines avec leurs malades. La médecine, c'est pas une science, ou plutôt c'est une science sociale et psychologique autant que de sciences dures. Mais ils n'ont ni l'une ni l'autre des formations. Ils ont appris par cœur ce qui était considéré comme vrai au moment où ils l'ont appris, c'était déjà périmé en général, et ils vont vivre toute leur vie avec ça. J'ai fait 20 fois l'expérience. L'histoire des statines, pour moi, était fascinante. Bon, j'ai lu à peu près 900 ou 1000 articles sur les statines. Je me trouve devant des cardiologues qui n'en ont lu aucun. Comment voulez-vous qu'il y ait une discussion? C'est pas possible. Autrement dit, je répète, ça doit partir des malades qui doivent être inquiets de ce qu'ils entendent là, qui doivent se poser des questions, qui doivent poser des questions à leurs médecins. Et les médecins généralistes sont des gens qui ont envie de servir et d'aider leurs malades et qui ont le moyen, s'ils le veulent, de remonter aux sources. Alors, petit à petit, l'un entraînant l'autre, on ne pourra pas continuer à avoir un État qui se conduit comme il le fait, qui rembourse des médicaments inutiles, qui fait comme si les 30 000 morts par an d'accidents thérapeutiques n'existaient pas, qui nous annonce qu'il va réduire encore les crédits de recherche, mais il va continuer à rembourser les médicaments au lieu d'utiliser cet argent-là pour financer de nouvelles recherches. Tout est à revoir. Comment un État responsable, comme devrait l'être le nôtre, accepte, depuis 30 ans, je me suis beaucoup battu sur ce plan avec mes collègues doyens, qu'il n'y ait aucune formation indépendante des médecins, qu'ils soient entièrement entre les mains des congrès, des séminaires, à Corfou, pas un Liétard en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair, oui. Bon, on ne fait aucun effort pour les former. C'est pire en France qu'ailleurs, hein. C'est bien pire qu'en Grande-Bretagne, et c'est pire qu'aux États-Unis. Alors, les malheureux, entre le quotidien du médecin, le journal qui leur répand la vérité de l'industrie pharmaceutique, les visiteurs médicaux et les congrès financés par l'industrie, comment voulez-vous qu'ils accèdent à un minimum de vérité et d'esprit critique? Malheureusement, il y a un très grand nombre de sites internet qui sont créés et nourris par l'industrie pharmaceutique. Il est dès lors pas facile, toujours en tout cas, pour le malade de savoir s'il est devant des gens indépendants ou pas indépendants. Mais vous avez raison, les progrès se font petit à petit, et il y a beaucoup à attendre de cette recherche personnelle du malade. Le malade n'est pas chez le vétérinaire comme chez le médecin, il ne va pas rester passif. Il doit discuter de la validité du traitement avec son médecin. Je ne crois pas que les médecins se rebelleraient contre ça. Ça fait partie de la relation de confiance entre eux et leurs malades. Et une relation de confiance, ça se construit. Et ça se construit par le dialogue sur des questions importantes. Dès lors, je pense que grâce au réseau Internet, comme vous le soulignez, et par les questions qu'ils poseront à leurs médecins, ils y verront plus clair surtout. Professeur Herman Neliport, un mot par rapport à cet élément? Non, je crois que l'élément là explique tout, hein. Voilà. Tout ce que je venais de dire là, ça explique pourquoi les choses se passent comme ça dans les centres médicaux et autres. D'accord. Voilà. Donc, tout de suite, on va prendre le SOS téléspectateur.
Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous avons ce message de Yvan depuis Yaoundé. Professeur, j'aimerais savoir, te réincarne-t-on pour poursuivre une mission inachevée dans une vie antérieure ou alors avons-nous toujours une mission pour chaque nouvelle vie? Si vous avez terminé la mission inachevée, vous continuez avec au cours de la nouvelle vie. Mais si vous avez déjà terminé une mission, vous avez achevé, vous avez terminé avec une mission déjà entamée et achevée, vous êtes appelé à une autre mission jusqu'à atteindre une évolution qui va vous amener à habiter le corps de la gloire. C'est que les autres dans les religions parlaient de résurrection. Voilà. Parce que c'est le raccourci. La résurrection, c'est le raccourci. Voilà. Il faut d'abord réincarner pour pouvoir un jour se ressusciter, je ne sais pas quoi. Voilà. Grand maître, est-ce qu'on peut guérir du cancer? Si oui, comment? On guérit du cancer par les voies qu'on a eu. Le cancer, on fait le retournement de voies. C'est-à-dire, les choses qui nous donnent le cancer sont, d'abord, ces choses sont liées à notre état psychologique. Ça peut provoquer le cancer. Ces choses sont par rapport à ce que nous mangeons. Ces choses sont par rapport à comment nous nous soignons, quel genre de médicaments nous buvons. Par rapport à nos boissons. Tous les boissons, tous azimuts, c'est-à-dire que ce soit des sucreries, et encore que le sucre est plus dangereux et plus cancérigène, que ce soit le vin, notre fameux vin de table que nous aimons bien, qui nous accompagne dans tous les repas parce que nous sommes les bobos, nous sommes les nantis. Tout cela, c'est des domaines qu'il faut étudier, les tenants et les aboutissants, sinon étudier de fond en comble les composants de tout ce que nous mangeons. Alors, si nous savons les boîtes de conserve, comment une sardine peut être livrée dans une ville, et vous vous retrouvez à la boutique en train de l'acheter, et que vous voyez la date de péremption, d'abord la date de mise sur le marché, ça fait plus d'1 an. La date de péremption peut-être dans 1 an encore. Le poisson qui est dedans a été tué quand? C'est le formol ou quoi que tu manges comme ça ne te dit rien, puisque le goût est appétissant. Alors donc il ne faut pas que tu te retrouves devant une situation de cancer et que tu commences à vouloir soigner ça par les plantes médicinales, simplement parce que tu fuis la chimiothérapie qui est encore cancérigène et que tu t'es rendu compte que c'est comme ça. Bon, il faut toujours commencer par une cure de détox afin d'arriver, et la cure de détox, c'est manger cru, c'est boire beaucoup d'eau, faire du sport, ne pas attendre que le cancer atteint le stade de 3e degré de dégradation, parce que 4e degré, c'est la mort, 3e degré, c'est l'affaiblissement. À partir du moment où tu es au 2e degré, tu commences à tout faire, à ne plus manger les choses qui alimentent les cellules du cancer, parce que ce qui a fait naître le cancer, si tu continues à manger ça, ça alimente davantage les cellules du cancer, et fin de compte, la prolifération de ces cellules se généralise. On parlait de métastases ou quoi, je ne sais pas, il y a des gros termes pour les universitaires, pour vanter leur fait d'avoir trop fait l'école, ils utilisent des mots. Et à connaître ces mots, on suppose qu'ils peuvent guérir quelque chose, et pourtant rien. D'accord. Je rappelle juste que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne. Bonsoir professeur, mes 6 enfants âgés entre 22 et 32 ans, niveau CEP, moindre job, ils sont remerciés après 3 mois. Pourquoi? Que faut-il faire? Question de sorcellerie. C'est Jacques qui nous envoie ce message. Vous appelez hors antenne pour étudier ce dossier. Je regrette parce que l'autre jour, j'ai été titillé par un certain monsieur, j'étais son nom,
que le fait de dire appeler hors antenne, ça veut dire que je ne veux pas répondre aux questions, puisque je veux que hors antenne, je rembourse les gens comme quoi je fais dans, je sais pas moi, dans du Fémania ou quoi. Non. Nous ne sommes pas en consultation. Nous sommes dans une émission de décryptage des donnes classiques sociales par rapport aux donnes métaphysiques. C'est-à-dire, nous disons dans le monde inconnu, voilà, et dans le monde connu, c'est des choses que nous avons, mais nous oublions une chose, c'est de l'inconnu que naît le connu. C'est-à-dire, quand l'enfant naît et que le soufflet de vie n'y est pas entré, c'est-à-dire dans le fœtus à la naissance, il ne vit pas. Le soufflet de vie, lui, il est inconnu, il est irréel. Donc, c'est l'irréel qui donne naissance au réel. Donc, on ne peut pas faire de consultation au même moment que nous sommes en train de parler des choses qui sont éthiques, quoi. Des choses éthiques, voilà. Oui. Ok, bonsoir, moi c'est Christian depuis Yaoundé. C'est quoi la différence entre la malchance et le karma? Bon, la malchance, c'est selon les gens. Hein. Ce que tu trouves que c'est une malchance, j'ai toujours dit ça, ça peut être une chance. On te met en prison, tu dis tu as la malchance. Alors que si tu restais dehors, on devrait te poignarder. Et tu as eu la chance d'être en prison. Bon, alors que le karma, c'est aussi la prison. Bon, c'est aussi que pour pouvoir accomplir ta mission et qu'on ne te tue pas avant, il fallait que tu te retrouves en prison. Mais là, la prison peut avoir un sens aussi par rapport aux actes que tu as posés. Bon, tu n'as rien fait. Mais peut-être que tu as eu un travail que tu ne méritais pas le poste là. Tu es allé faire des pratiques. On t'a donné un poste au détriment de celui qui devait être à ce poste et que tu as gagné de l'argent à ce poste qu'il ne fallait pas gagner. Il faut payer. Voilà, donc le karma, ça peut ressembler aussi à la malchance. Bon, je ne sais pas. Mais je crois que c'est des choses distinctes, totalement différentes, je vais dire. Que doit-on faire face à des personnels médicaux qui nous prescrivent sans consultation approfondie? Non, il n'y a pas de faux médecins en tant que tel. Il y a un faux système. Il ne faut pas s'en prendre aux médecins. Non. On ne peut pas enseigner à quelqu'un 1 plus 1 égale 2. Tu lui dis 1 plus 1 égale 1. Il va dire ça toute sa vie, 1 plus 1 égale 2. Il ne fera jamais la relation entre le fait de plus, peut-être, sauf si comme je ne comprends pas la langue française, parce que c'est une langue d'emprunt, mais lorsqu'on dit 1 plus, donc on suppose qu'on ajoute. Et comment deux choses, l'une ajoutée à l'autre, peuvent devenir 2? Bon, alors si tu ne te poses pas cette question, il y a un problème. C'est comme là, nous sommes à la récolte de fin d'année. Beaucoup de gens ont échoué à leurs examens. Bon, les parents sont malheureux pour avoir investi toute l'année. L'enfant n'a pas eu de diplôme. Mais il ne comprend pas que les enfants qui ont les diplômes facilement ne sont pas aussi intelligents que ceux qui n'en ont pas eu facilement. Bon, parce que le monde de la création n'a pas été fait par les diplômés. Hein? Beaucoup de personnes aux États-Unis, parce que je cite les États-Unis comme une société libérale, parce que si tu crées au Cameroun, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui contrôle le fait qu'il n'y ait pas de la créativité qui se matérialise. Mais c'est un système néocolonial mis en place qui fait la part belle. Donc on va te dire ton produit là, par exemple les médicaments qui sont des produits faits par des Africains, ne bénéficient pas de la mise sur le marché. Parce que c'est un marché réservé. Alors, mais en Amérique, il n'y avait pas ce genre de marché réservé contre les Américains, entre guillemets, ne fût-ce que les enfants des esclaves qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont inventé. Donc, l'invention n'est pas forcément le fait d'avoir trop eu des diplômes. C'est pour cette raison que plein de possibilités sont disponibles dans nos têtes, mais malheureusement, ça dépend de l'environnement étatique où on se trouve. Si on est en Afrique, ce n'est pas pareil comme si on est en Europe. Mais en Europe aussi, il y a des pays
qui sont sous les autres. Mhm. Suivez mon regard avec les guerres qui sont la guerre qui est en train de se passer là actuellement. D'accord. Voilà. Bonsoir, patriarche. Bonsoir, homme sage. Bonsoir, le patrimoine. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous avons relevé le défi. Nous avons fait les examens dernièrement. Ma maman ne souffre plus du diabète grâce à vous. Vraiment, patriarche, merci, 1000 fois merci. Mais j'ai une préoccupation. Comment soigner le sida? Le sida, c'est la façonnage de maladies. Mhm. On a passé un élément lors de l'édition dernière. Comment on façonne les maladies? Alors, toutes les maladies qui sont virales proviennent pour la plupart des médicaments. Mhm. Mais de toute façon, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il y a des débats comme notre émission est plus portée sur la mystique de la vie. Certains débats nécessitent qu'on en fasse hors antenne. D'accord. Parce que ces débats-là ne sont pas publics. Nous ne sommes pas là pour déconstruire un système, D'accord. et surtout hégémonique, qui est assis sur nous. Mhm. On ne pourra pas. C'est comme si tu voulais arrêter la haute tension avec les mains nues. Voilà. Ok, professeur, moi c'est Monty Hans depuis Balmayo. C'est une remarque très importante pour la société entière. Il y a longtemps, je ne prends plus les médicaments pharmaceutiques, mais plutôt l'indigène. Et c'est ce mode de vie qui me convient bien. Vous avez raison, grand prof. Merci. Patriarche, je vous en prie, dites-moi comment faire pour vous rencontrer. Hors antenne, vous allez appeler à ce numéro. Je crois que là, on ne va pas me critiquer de dire hors antenne. Encore. Encore. Parce que je n'ai pas à donner mon numéro là maintenant. C'est qu'avant qu'on ne sorte là, il y aura tellement d'appels qui n'auront rien à voir qu'il veut seulement savoir si le numéro là passe. D'accord. Patriarche, bonsoir. J'envoie ce message depuis Douala. J'aimerais savoir pourquoi votre consultation est si différente, si bien faite. Vous prenez tout votre temps, vous écoutez le malade. Pourquoi tout cela? Parce que le malade vient me consulter. Moi, je ne consulte pas le malade. Il y a plusieurs sortes de thérapeutes. La deuxième partie de la chronique, malgré que ça se lisait doucement, Oui. bon, c'est bien dit que on doit écouter le malade, être sûr si lui-même ne se trompe pas dans ses propos. Parce qu'il y a des malades qui ne savent même pas dire de quoi ils souffrent. Mais s'il tombe devant quelqu'un qui à peine, il ouvre la bouche, à peine une prescription est passée par là, soit pour aller dans un laboratoire, soit pour prendre un médicament dans une pharmacie, il y a un problème. Il faut le pilonner, lui poser des questions, l'enquêter même, pourquoi pas. L'amener à comprendre qu'il n'y a personne qui puisse l'aimer à dépasser lui-même. Voilà. D'accord. Bonsoir sur le plateau, très belle émission. S'il vous plaît, professeur, que faire? Quoi consommer durant sa grossesse pour éviter les fistules? Donc, le fistule, le mot, il me paraît un peu bizarre parce que peut-être je ne comprends pas le terme. Bon, mais je crois qu'il faut éviter de manger industriel et de manger naturel. Naturel veut dire les produits vivriers, ce qui sort du sol. Parce qu'en fait, notre mère, c'est la terre. Et la terre ne nourrit pas que l'homme. La terre nourrit le monde minéral, dont les pierres, les rochers et tout. La terre nourrit le monde végétal, dont les plantes et autres. Et la terre nourrit le monde animal, les bêtes et nous. Alors donc, nous devons être plus proches de la terre que proches de nos intelligences incorrectes qui font que nous faisons du commerce, nous faisons de notre santé un outil de commerce. C'est-à-dire, nous mangeons à partir de ce qu'on a fabriqué, nous pensons obtenir la santé de cela. C'est-à-dire, on mange les produits de laboratoire de l'agro-industriel, on mange les produits de laboratoire de l'industrie pharmaceutique, et puis on vit malade. Parce que j'entends souvent les gens dire que les Noirs ne savent rien, ils n'ont même pas de laboratoire.
Voilà. Et on parlait des essais cliniques, les ceci, les cela, tout cela, c'est de la propagande. Et la propagande est souvent basée sur le mensonge. Voilà. Dernièrement, il y a un certain président, je ne cite pas son nom, il a dit que tout ce qui est propagande est mensonge. Bon, ben souvent, quelqu'un montre un doigt, accusateur aux autres, 3 doigts le regardent. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Que faire pour ne plus manger au cours du sommeil? Ce sera le dernier message de ce soir, patriarche. Bon, alors, s'il ne faut pas manger au cours du sommeil, ça veut dire que il faut ne pas manger tard déjà, ne pas avoir le côlon, donc le gros intestin, trop souvent encombré, et ne pas se coucher sur des matelas doux sommeil que à partir de la colonisation, on est venu avec ici pour qu'on ait des rhumatismes et qu'on ait l'indigestion dans la nuit. Parce qu'il y a certains matelas, lorsque vous dormez dedans, bonjour le rhumatisme, bonjour l'indigestion. Et surtout que nous mangeons tard le soir. Voilà, on prend le poids de manière anodine. Et puis, quand on prend le poids, merci pour les maladies cardiovasculaires. Voilà. D'accord. Ça sera votre mot de fin? Tout à fait. Chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.